que nous avons visité récemment. Montréal, juin 1998. On rencontre une fuite de gaz majeure. Danger d'explosion. Une explosion vient de souffler l'accueil Bonneau. Un ouvrier a percé une conduite de gaz. L'immeuble n'a pas été évacué à temps. Tout a sauté. 3 morts. Voici à quoi ressemble une conduite maîtresse de gaz qui prend feu. Faut pas oublier la radiation thermique 3560 degrés, vous l'avez pas mal tout senti, là. Nous sommes à l'école de technologie gazière à Longueuil, un centre comme il en existe très peu dans le monde. Ici, chaque année, Gaz Métro forme des centaines de pompiers. On leur enseigne comment éteindre une conduite de gaz en feu avec une simple clé à molette. Exercice pénible lorsqu'on n'est pas pompier. On y va. C'est pas évident à voir. On sent la flamme. Le son est incroyable. On essaie de l'éteindre. Et là, on la ferme. Et c'est terminé. Avez-vous senti la chaleur? Un peu, oui. Mais pas beaucoup. Non, pas trop, pas trop. Ce type d'intervention demeure heureusement extrêmement rare. Pour avoir une explosion, il faut que ce soit dans un endroit confiné, un endroit renfermé. Prenons l'exemple de Trois-Rivières. Il a d'abord fallu que le gaz s'accumule à l'intérieur des maisons. Ensuite, pour qu'il y ait explosion, il en faut une quantité bien précise, entre 5 et 15 de gaz dans l'air. Pas plus, pas moins. Finalement, il faut que quelque chose génère une flamme de 537 degrés Celsius, 1000 degrés Fahrenheit. Et là, c'est la déflagration. 1999, rue Bennett, à Montréal. Les pompiers colmataient une fuite de gaz lorsque tout a sauté. Un coin de rue plus loin. Le gaz naturel s'était infiltré par les canalisations souterraines. Il avait voyagé par les égouts. Aucun blessé grave, mais un gigantesque incendie. Et c'est ce scénario qui semble s'être répété à Trois-Rivières. Maxime Landry, TVA, Montréal. Des syndiqués de la SAQ en grève depuis la mi-novembre exigent maintenant un retour rapide au travail. Ils sont convaincus que cette grève a assez... Mais là, on n'a pas de nouvelles depuis ce matin. Là. Oui, la Boularié était établie depuis 1908. On se préparait à notre 100e anniversaire. L'intervention de feu s'est transformée en du sauvetage. Et je voudrais remercier les deux gens d'Hydro-Québec, Christian personnellement, qui ont sorti des gens de leur résidence. Madame, Monsieur, bonsoir. Il y a quelques heures à peine, il y avait derrière moi des immeubles à logement, des commerces, quelques maisons. Un incendie a éclaté, puis les événements se sont succédés à la vitesse de l'éclair. D'ailleurs, aussitôt qu'ils ont senti une odeur de gaz, les pompiers savaient qu'ils avaient affaire à une catastrophe. Pierre Saint-Yves, d'abord, on l'a su en après-midi puisqu'on avait un décès. On a un décès, Chantal. Les pompiers ont retiré des décombres les restes d'une dame de 68 ans dont on ne peut pour l'instant donner l'identité, même si plusieurs membres de sa famille étaient sur les lieux, arpentaient la rue au cours de la journée. On aura évidemment l'identité de cette dame donc plus tard au cours de la fin de semaine. Il y avait aussi 6 blessés, dont 3 dont on dit qu'elles étaient brûlées sur 50% de leur corps. Elles ont été donc transférées au Centre des Grands Brûlés de Québec. Les 3 autres brûlés reposent à l'hôpital, sont hors de danger. Mais attention, ça aurait pu être beaucoup plus grave parce que, écoutez, heureusement, les secouristes sont intervenus très rapidement. On va entendre là-dessus d'ailleurs l'agent Michel Letarte de la Sécurité publique de Trois-Rivières, mais avant, le gendre de la victime qui nous dit comment il était anxieux dans l'attente de la découverte des restes de sa mère. On écoute. C'est une personne âgée qui vivait seule. Puis on ne sait pas, vu que c'est arrivé à 2h30 du matin, on ne sait pas si ça a pu sortir. On peut croire à ce moment-ci qu'il y a eu plus que 6 sauvetages. Là. Nous, on sait qu'il y a eu 6 personnes de transportées, mais beaucoup de personnes ont été assistées sur le terrain pour sortir soit de leur résidence ou se sont retrouvées à cette heure-là de la nuit, en plein milieu de la rue. On se demandait qu'est-ce qui venait de se passer. Évidemment, il y a eu plusieurs évacués aussi, des personnes dont la maison n'a pas été incendiée, mais qui ont été quand même sorties de leur lit. Une trentaine d'évacués environ, Chantal, qui ont rapidement été pris en charge par les secouristes, notamment par les bénévoles de la Croix-Rouge qui avaient ouvert un refuge tout près du centre du village ici. Parmi eux, des locataires, donc des maisons qui ont été abîmées. Et si vous le voulez, on peut entendre ces locataires qui expliquent comment les secouristes sont intervenus très rapidement ce matin. 4 heures, il y a eu une détonation, une perte de courant. Finalement, on s'est levé un peu plus tôt que prévu. On a vérifié, puis on a vu qu'il y avait de l'agitation un peu dans le village.
Puis entre autres des flammes qui étaient assez impressionnantes quand même. C'est juste du matériel, nous autres, qui peut être parti. Là. Si tout le monde est OK puis il n'y a pas eu de mort, tant mieux. Mais c'est plus les blessés pour moi qui... C'est un cliché, Chantal, mais on s'estime quand même chanceux qu'il n'y ait pas eu plus de victimes parce que les événements se sont vraiment bousculés. Et si vous le voulez, on peut laisser Julie Grenon nous expliquer le fil des événements ce matin. Tout a débuté à 2h30 avec l'explosion de la pizzeria Grand Constant dans le rang Saint-Charles. Sitôt arrivés, les pompiers ont entendu une deuxième déflagration 300 mètres plus loin. Une résidence venait d'exploser. Tout ce monde-là qui était affairé à travailler à l'extinction de l'incendie ont tout laissé tomber pour justement aller œuvrer sur le terrain où ils avaient entendu les explosions. Puis la boulangerie a subi le même sort, suivi de 3 autres immeubles à logement et d'un marché d'alimentation. 11 unités de logement en tout ont été rasées. Sur place, avant que la première maison explose, 2 employés d'Hydro-Québec venus couper l'alimentation électrique ont détecté une odeur de gaz dans les égouts. Ils ont tout juste eu le temps d'aviser les autorités. La maison ouverte comme un jeu de cartes. Mon confrère de travail, il était dans le camion, lui, en train de prendre de quoi entre les 2 sièges. La vitre du passager et puis le pare-brise a éclaté. Puis moi, j'étais à peu près à 75-100 pieds en avant, j'ai tombé sur le dos. Au 2e étage, j'avais une dame qui criait, puis là, elle voulait demander de l'aide. Fait que moi, je me suis précipité au 2e pour aller chercher la dame, parce qu'elle était prise, puis là, avant que tout tombe et tout. Là. Une vaste opération de sauvetage a commencé. 6 personnes ont été secourues. 3 d'entre elles ont été transportées au centre des Grands Brûlés à Québec. Les premiers secours sont arrivés sur place pendant que tout explosait autour. Au petit heure de la nuit, là, avec la fumée et les foyers d'incendie un peu partout, c'était assez terrible comme vision ce qu'il y avait ici. Une personne n'a pu être secourue à temps. Il s'agit d'une dame âgée qui vivait seule. Comment une telle catastrophe a bien pu se produire? C'est une question à laquelle les enquêteurs et les autorités de Gaz métropolitain vont devoir répondre, mais pour l'instant, l'heure est à l'enquête. Julie Grenon, TVA, Trois-Rivières. Les ambulances sont sorties en trombe d'ici, du village, ce matin pour se diriger vers les urgences, des urgences qui sont déjà bondées. Ghislain Morissette, expliquez-moi comment on a réussi à répondre rapidement à la demande. Bien, écoutez, on a réussi à trouver une façon de régler la situation. Écoutez, il y avait quand même 50 personnes d'alité à l'urgence ce matin. Avec les 6 blessés qui sont arrivés, on a réussi à appeler du personnel supplémentaire et on conserve une salle toujours libre à l'urgence pour les cas extrêmement urgents. On a donc pu l'utiliser ce matin. On a envoyé les 3 personnes les plus grièvement brûlées en direction du Centre des Grands Brûlés de Québec. Je vous invite là-dessus à écouter le coordonnateur de l'urgence de l'hôpital de Trois-Rivières. Ces 3 grands brûlés-là ont été transférés vers Québec avec un autre médecin qui n'était pas sur place, mais qui lui est parti. Il y avait un convoi de 3 ambulances qui ont emmené ces 3 patients-là. Il y a un médecin qui est en communication avec les 2 autres, un dans une des ambulances qui est en communication avec les 2 autres ambulances. Puis les 3 brûlés mineurs, eux, ont été pris en charge par les médecins d'ici. Et Ghislain, cette catastrophe, évidemment, ça a attiré beaucoup de curieux ici. Évidemment, c'est ça. Il y a beaucoup de gens du village. Écoutez, c'est une petite municipalité. Les gens se connaissent. Ils voulaient voir ce qui s'était passé ici. Il y avait énormément de curieux qui circulaient partout dans le secteur. Je vous invite à écouter quelques-uns d'entre eux. Et également un des pompiers qui était là, lui, depuis très tôt ce matin, qui nous raconte un peu ce qu'il a vécu. On était inquiets pour des amis qui sont ici. On craignait pour leur vie. On est contents, ils sont en vie. Là. Aller au couvent qui est là, qui est disparu, à l'école qui est là, qui est disparu. Ça qui est disparu. Je suis venu voir ça parce qu'à l'école, le matin, tout le monde en parlait. C'est triste. Quand on est arrivé, on ne s'est même pas concentré sur le feu ici. Là. On a fait de l'évacuation, puis ça sautait alentour de nous. Je pense qu'il est arrivé un miracle aujourd'hui à Bois-du-Lac. Et Ghislain, quelques heures plus tard, après cet incendie, il y a encore beaucoup d'activités, beaucoup de travaux ici dans le village. Effectivement. Écoutez, il y a beaucoup de travail à faire. Il faut remettre les circuits électriques en fonction. Et lorsque le pompier parlait de miracle, évidemment, vous comprendrez ce qu'il voulait dire. C'est qu'en regardant les dégâts qu'on voit ici derrière, qu'il n'y a eu qu'une seule victime ici blessée. C'est là où il parle de miracle comparativement à d'autres incendies où parfois ça semble banal et qu'il y a des gens qui décèdent. Ben, cette fois-ci, heureusement, il n'y a eu que 6 blessés et une victime malgré l'étendue des dégâts. Merci beaucoup, Ghislain. On se retrouvera après la pause. Ici Marie-Christine Bergeron. Voici tout ce qui reste de la boulangerie Gay, érigée en 1908 à Pointe-du-Lac. Après la pause, je vous raconte son histoire.
Je vous dis que vous en avez de la chance. Rigué. Tout ce qu'il ne reste en fait derrière moi, ce n'est que cette cheminée qui se dresse là au milieu du village, une partie du village dévastée. Et ce qui est triste, c'est que le propriétaire François Gay s'apprêtait à célébrer le centenaire de son institution, mais aussi à passer le flambeau à sa fille. Il y avait toute une histoire derrière cette petite boulangerie construite en 1908. C'est grosse partie de notre vie qui s'en va, hein, quand tu vois le... En pleine nuit, le propriétaire de la boulangerie Gay a vu tous ses souvenirs de famille s'enflammer jusqu'à la destruction complète. Vous voyez dans le ciel, c'était comme des éclairs. Le ciel était rouge. Puis ça va faire, ça c'est la fin du monde, puis il y avait du bruit. Il ne reste aujourd'hui que les vestiges du four. La boulangerie Gay est effacée du paysage, mais son histoire est ancrée dans le patrimoine. Mon grand-père l'a acheté en 1919. Ensuite, mon père a pris la relève, j'ai pris la suite. Puis là, on se préparait pour une 4e génération de ma fille. Qu'est-ce qu'elle avait de particulier, cette boulangerie-là? Ah, le cachet antique. On avait gardé... on recevait les gens, tu sais, un par un. Les gens nous disaient qu'il y avait une chaleur humaine, qu'ils les rencontraient exceptionnelle. C'est avec, on s'en doute, beaucoup d'émotion que François Gay constate les dégâts. Il ne reste plus grand-chose, hein? Plus rien. Pour ajouter au drame, la victime décédée dans l'incendie habitait le bâtiment voisin de la boulangerie, un bâtiment qui appartenait aussi à la famille Gay. Dans le voisinage, des clients, des amis arrêtent pour dire quelques mots de réconfort à M. Gay. Tout le monde s'entend pour dire que c'est chez lui qu'on servait les meilleurs faits volards, une recette qui a fait la réputation de la boulangerie. Même Maurice Duplessis était à l'époque un client privilégié. François Gay aimerait bien que la tradition se perpétue. On va prendre la fin de semaine pour réfléchir. Qu'est-ce que vous aimeriez faire? C'est sûr qu'on espère que ça continue. Marie-Christine Bergeron, TVA, Trois-Rivières. Aujourd'hui, l'entreprise de Trois-Rivières est à la recherche d'un technicien ou d'une technicienne de laboratoire de biochimie.